2 frères ont disparu de leur village à 3 jours d'intervalle. Après enquête, il s'est avéré qu'ils ont été tués par une femme qu'ils avaient violée et agressée sexuellement à plusieurs reprises. Leur victime, une tueuse en série qui avait caché plus que leur corps dans sa cave. Le 27 avril de l'année 2010, un groupe d'ouvriers du bâtiment du village de Xinghua, situé dans le Heilongjiang, en Chine, était en pause et déjeunait à la cantine. Le groupe d'ouvriers était très en colère à cause de la longue attente pour le repas, et lorsqu'ils sont allés confronter le cuisinier, celui-ci était introuvable. Ce cuisinier était Liu Xiyun, âgé de 65 ans, et comme il était l'aîné de sa famille, certaines personnes ont commencé à l'appeler Liu Boss. L'un des travailleurs s'est rendu chez Xiyun et a trouvé la porte d'entrée entr'ouverte. Il a crié plusieurs fois mais personne n'a répondu, alors il est entré dans la maison de Xiyun et a regardé autour de lui. Bien que les lumières soient encore allumées, il n'y avait personne, et il est donc reparti les mains vides. La plupart des ouvriers ne s'inquiétaient pas trop de la sécurité de Xiyun et étaient plutôt contrariés de devoir mourir de faim. Il y a 20 ans, Xiyun a divorcé et vit seul depuis. Bien que la majorité ne semble pas trop s'inquiéter de la disparition de Xiyun, quelques rares personnes la trouvent étrange. Xiyun était au chômage depuis longtemps et peu d'employeurs du village étaient prêts à l'embaucher à son âge. Et lorsqu'il fut finalement embauché comme cuisinier pour les ouvriers de la construction, ce n'était que récemment, son premier jour de travail ayant eu lieu le 24 avril, il semblait donc étrange qu'il ait refusé si rapidement son premier vrai travail depuis longtemps. Quelqu'un finit par demander à sa famille des nouvelles de lui, et son frère, Liu Laoliu, âgé de 46 ans, fut le premier à apprendre sa disparition. Laoliu a commencé par chercher Xiyun dans les endroits où il était connu pour passer son temps libre. Après avoir passé toute la journée à chercher Xiyun et être revenu bredouille, il s'est rendu au poste de police pour porter plainte. La police, pour sa part, a montré peu d'enthousiasme pour l'affaire et n'a même pas cherché Xiyun, tandis que Laoliu est rentré chez lui et a attendu des nouvelles. Le 29 avril, d'autres villageois devaient rencontrer Laoliu pour quelque chose. Ils se rendirent chez lui, et comme pour son frère avant lui, la porte était ouverte et la lumière allumée, bien qu'il n'y eût personne à la maison. Les villageois l'ont cherché pendant un certain temps, mais ne l'ayant pas trouvé, ils ont décidé d'appeler son téléphone portable, mais celui-ci était éteint, ce qui était inhabituel et peu caractéristique de Laoliu. Incapable de retrouver sa trace, sa famille a signalé sa disparition à la police. La police a été complètement abasourdie et choquée lorsque sa famille est venue signaler sa disparition car, apparemment, les policiers eux-mêmes ont été les dernières personnes à avoir vu Laoliu vivant lorsqu'il est venu leur signaler la disparition de son frère. Dans un premier temps, la disparition de Xiyun a pu être considérée comme une fugue à la recherche d'un meilleur travail en dehors de son village rural, mais la disparition de son frère 2 jours plus tard était beaucoup plus suspecte et a finalement incité la police à enquêter correctement sur les 2 affaires. La police locale a demandé l'aide des villages voisins afin de pouvoir engager des officiers pour former une équipe spéciale consacrée uniquement à l'enquête. Le 7e mai, l'équipe spéciale a été constituée. Comme indiqué plus haut, Xiyun a vécu seul pendant 20 ans et a rarement fréquenté des personnes en dehors de sa famille. La situation était différente pour Laoliu. Il était beaucoup plus impliqué dans la communauté en tant qu'agriculteur et occupait plusieurs autres emplois occasionnels et à temps partiel, ceux qui lui permettaient d'avoir de nombreux amis dans le village. Comme Laoliu menait une vie plus sociale et disposait d'un téléphone portable qu'il utilisait fréquemment, Xiyun a de nouveau été largement relégué au second plan, car la police pensait qu'il aurait plus de chances de retrouver Laoliu et que les 2 affaires étaient probablement liées de toute façon. La police a obtenu les relevés et les factures du téléphone portable de Laoliu, qui montrent qu'il a appelé de nombreuses personnes jusqu'au jour de sa disparition, date à laquelle les appels ont soudainement cessé. Sur cette base, la police a estimé que Laoliu n'avait probablement pas l'intention de s'absenter longtemps et que la raison de sa disparition était soudaine.
Après avoir examiné ces relevés téléphoniques, la police s'est intéressée à un numéro en particulier dans 16 contacts. Lao Liu avait appelé ce numéro à 2 reprises, les 2 appels ayant été effectués le 29 avril, jour de sa disparition. Ce numéro a été identifié par Su Hong, 40 ans, un médecin local qui possédait et gérait la clinique médicale du village. Il y a 9 ans, elle est retournée dans la maison de son ancien parent, aujourd'hui décédé, et y a vécu seule, sauf les jours de semaine où elle vivait avec ses 4 enfants, dont 3 ont été adoptés. La police est venue l'interroger à son domicile. Hong a déclaré à la police qu'elle avait emprunté 5 000 yuan à Si-Yoon en 2009 et 10 000 yuan à Lao Liu pour financer le traitement de ses enfants qui étaient tombés malades en 2009. Mais selon Hong, elle avait déjà rendu l'argent à ses frères. En interrogeant d'autres villageois, ils ont confirmé que Hong leur avait effectivement emprunté de l'argent. Mais ils ont tous confirmé la bonne moralité de Hong. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer les raisons de ces appels, Hong a déclaré qu'elle l'avait appelé pour lui demander de venir afin qu'elle puisse rendre l'argent, et qu'après son départ, elle ne l'avait plus jamais revu. La police a ensuite fouillé la région, essayant de trouver des corps ou des choses qui n'étaient pas à leur place dans le petit village, comme des étrangers ou des voitures qui n'appartenaient à personne. Ces 2 tentatives se sont révélées vaines. Les 3 jours suivants, l'enquête est restée infructueuse jusqu'à ce que la police reçoive soudain une nouvelle piste. Le 10 mai, la sœur de Lao Liu a reçu un SMS de son frère. Le message se lisait comme suit: « Laisse-moi être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. J'ai accidentellement tué grand frère. J'ai dit que j'allais à Shandong pour retrouver son fils, et il s'est inquiété, ne nous laissant pas nous approcher de son fils. Pourquoi est-il comme ça? J'avais bu cette fois-là, et je lui ai mis la pression. Il s'est levé, alors je l'ai poussé, sans doute trop fort. Il ne tenait pas en place et sa tête a heurté le chambranle de la porte. Quand j'ai vérifié, il n'avait pas de pouls. J'ai eu peur, alors j'ai pris soin de Big Brother en déplaçant la moto. J'ai eu peur de me faire prendre, alors je suis parti. La police a ensuite fouillé les domiciles des 2 frères à la recherche d'éléments de preuve, en insistant particulièrement sur les biens de Lao Liu. Comme le message textuel indiquait que Lao Liu avait poussé Xiu-Yun et que celui-ci s'était cogné la tête sur le chambranle de la porte, c'est là que la police et les experts médico-légaux ont concentré leurs recherches. La police n'a relevé aucun signe de lutte. Les empreintes digitales de Xiu-Yun n'ont pas été retrouvées et les tests au luminol n'ont révélé aucune trace de sang sur le chambranle de la porte. En fouillant la maison, la police n'a trouvé que 3 000 yuan, ce qui n'aurait aucun sens si Lao Liu s'était enfui et avait continué à courir. À première vue, il semble que Lao Liu n'ait pas envoyé ce SMS et que l'histoire ait été inventée. Après un examen plus approfondi du message, cela semble encore plus probable. Lao Liu n'a pas reçu d'éducation adéquate, a fait de nombreuses fautes de frappe et ne sait même pas comment utiliser les signes de ponctuation. Le contraste est saisissant avec ce SMS parfaitement écrit et utilisant correctement les signes de ponctuation. Lorsque la police et la famille du jeune homme s'en sont rendus compte, elles ont décidé d'appeler son numéro de téléphone, mais personne n'a répondu car le téléphone était à nouveau éteint. Du 30 avril au 10 mai, il n'a été utilisé que pour envoyer un message texte. Au cours de la semaine, le téléphone a été rallumé et a envoyé le même message à 10 personnes différentes, pour la plupart des membres de sa famille. Ce message n'apportait aucun élément nouveau et se contentait d'indiquer « J'ai tué Big Brother. J'ai tué Big Brother. Je me sens très mal. Je ne pourrai plus jamais y retourner. Je l'ai fait de mon propre chef. Cela n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. Je m'en vais, prenez soin de vous. » Car ces textes à décharge, dont celui dans lequel Lao Liu admet avoir agi seul, ont été publiés peu de temps après que la police a enquêté sur Hong, qu'elle considérait comme son premier suspect. Ce moment étrangement opportun les a conduits à rouvrir leur enquête sur elle. Les soupçons se sont renforcés après que l'un des autres frères Lao Liu a déclaré à la police qu'il lui avait dit en état d'ébriété « Si je meurs, Su Hong me tuera ».
Le 19 mai, la police s'est rendue à nouveau au domicile de Hong pour l'interroger. Su Hong a répondu aux questions de la police avec calme et sérieux. Cependant, lorsque les policiers lui ont demandé si elle avait une cave, Hong a réagi avec encore plus de panique et a nié qu'elle avait une cave. La police était sceptique, car dans la province de Heilongjiang, presque toutes les familles disposent d'une cave pour stocker de la nourriture et des légumes pour l'hiver. Heilongjiang étant l'une des provinces les plus septentrionales de Chine. Lorsque la police a commencé à fouiller le jardin de Hong, elle a trouvé l'entrée de la cave cachée sous un tas de mauvaises herbes. Dès que les policiers ont ouvert l'entrée, ils ont été immédiatement enveloppés par une odeur nauséabonde qui leur a fait comprendre qu'ils se trouvaient au bon endroit. Le sous-sol n'avait manifestement pas été utilisé depuis longtemps et les policiers ont pu y voir de nombreux sacs en plastique vide, des vêtements et des excréments humains sans même y mettre les pieds. Dès que Hong a vu ce qu'il faisait, elle a paniqué encore plus et s'est précipitée pour essayer d'empêcher les policiers d'explorer le sous-sol de l'extérieur. Ce faisant, ils ont trouvé 2 feuilles bleues et vertes qui semblaient neuves. L'odeur nauséabonde, ainsi que les excréments en décomposition, ont obligé les policiers à mettre des masques à gaz pour descendre au sous-sol. Comme les policiers le soupçonnaient, les 2 feuilles contenaient en fait des cadavres que les policiers ont ramenés à la surface. Les policiers ont ouvert les 2 draps et bien qu'ils soient très décomposés, ils ont pu y reconnaître Xi-Yun et Lao Liu. Hong a été rapidement arrêté et la nouvelle s'est rapidement répandue parmi tous les villageois qui n'ont pas cru que Hong était le coupable et beaucoup ont carrément refusé de le croire. D'après les premiers examens médico-légaux, les 2 frères sont morts par strangulation. Après avoir été interrogés, Hong a avoué les meurtres. Comme elle avait récemment emprunté de l'argent à Xi-Yun, puis à Lao Liu, ces derniers utilisaient souvent le remboursement de sa dette comme prétexte pour lui rendre visite à la maison et même à la clinique. Malheureusement, ils ont également profité de cette occasion pour violer Hong et la forcer à faire des faveurs sexuelles au lieu de rembourser sa dette. Comme on peut s'y attendre, Hong était malheureuse et attristée par ce traitement et cherchait désespérément un moyen de s'en sortir. Elle a déclaré à la police que sa vie empirait de jour en jour. Le 22 avril, Xu-Yun serait tombé amoureux d'une femme extérieure au village et prévoyait même de l'épouser. En guise de préparation, Xu-Yun a donc décidé d'arrêter d'abuser sexuellement de Hong et de la violer à condition qu'elle rembourse la totalité de sa dette avec les intérêts. Le 26 avril, elle a invité Xu-Yun chez elle pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Avant l'arrivée de Xi-Yun, elle a réduit en poudre 16 somnifères et les a placés dans 2 gélules. Lorsque Xi-Yun est arrivé, elle l'a convaincu de prendre le médicament en lui mentant qu'il s'agissait de Viagra. Après l'avoir pris avec enthousiasme, il a rapidement perdu connaissance et Hong a saisi l'occasion pour attraper une corde de chanvre et étrangler Xi-Yun à mort. Elle a ensuite enroulé son corps dans un drap et l'a attaché avec la corde. 3 jours plus tard, elle a utilisé la même méthode pour appeler Lao Liu, l'attirer dans sa maison et le tuer de la même manière. Hong a fini par jeter les corps des 2 frères dans la cave familiale. Hong a avoué, la police n'a rien vu de mal dans ses aveux, et les corps des frères ont été retrouvés. Mais l'affaire n'était pas encore terminée. La police a pensé à quelque chose d'étrange, car les 2 frères étaient morts relativement récemment. Mais la cave était encore rance et remplie d'excréments humains, de sorte qu'ils ont pensé que quelque chose d'autre s'y cachait. Ils avaient raison de penser ainsi, car les officiers continuaient à fouiller le sous-sol pour le nettoyer et éventuellement trouver d'autres indices, comme l'arme du crime. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé un squelette humain complètement différent, complètement squelettique, sans aucune trace de chair ou de peau. Le squelette appartenait à une femme, et la police a rapidement prélevé des échantillons d'ADN sur les restes et les a comparés à ceux des familles de toutes les personnes disparues dans la région. Les résultats ne se sont pas fait attendre et ont permis d'identifier cette femme comme étant la belle-sœur de Su Hong, Li Shuiying. Après 2 jours d'interrogatoire, Su Hong a craqué et a finalement avoué son rôle dans la mort de Shuiying.
Il est clair que les antécédents et la vie de Soo-hong ont joué un rôle important dans les deux meurtres. Hong est née en l'an 1970 à Ninan. Comme elle avait un frère et une sœur plus jeunes qu'elle, ses parents lui ont confié la plupart des tâches ménagères. À l'école, Hong a étudié la médecine et, en 1986, elle est entrée à l'école de santé publique de Ninan. Après avoir obtenu son diplôme, elle a été envoyée comme interne au second hôpital du peuple. Son séjour à l'hôpital est de courte durée, puisqu'elle démissionne en 90e année et s'installe dans le village de Singhua, où elle ouvre une petite clinique. En 1990, elle épouse son petit ami du lycée. Cette décision impopulaire a été critiquée par sa famille, car elle a abandonné sa carrière pour ce mariage. Une fois mariée, elle s'installe dans la maison de son mari, dans un autre village. Leur mariage n'était pas destiné à durer longtemps, car son mari l'a trompée avec d'autres femmes presque immédiatement. Hong voulait divorcer, mais ses parents l'en ont dissuadé. Le divorce était très mal vu dans ce village rural, et il aurait probablement ruiné la réputation de Hong et nui à sa vie. Elle finit par avoir un enfant avec son mari, et Hong espérait que la naissance d'un enfant apaiserait leur relation, mais il ne semblait pas s'en soucier et laissait à Hong le soin d'élever ses enfants. Finalement, lorsque la fille de Hong a eu 9 mois, son mari a quitté le village pour aller travailler dans le sud de la Chine. Comme il était un important prestataire de services et qu'il se trouvait pratiquement à l'autre bout de la Chine, Hong s'est retrouvée sans source de revenus. Elle a donc pris sa fille et est retournée au village de Singhua, où elle a rouvert sa clinique dès son arrivée. La vie de Hong à la maison n'a pas été plus facile, car ses frères et sœurs sont également partis travailler dans le sud, ce qui signifie qu'elle a dû s'occuper de ses parents, de ses nièces et neveux, de sa propre fille et de la clinique du village en même temps. Le dispensaire ne suffisant pas à nourrir autant de monde, elle a dû utiliser un tracteur, travailler à la ferme et effectuer toutes les tâches habituellement dévolues aux hommes du village. En l'an 2001, Hong a appris par d'autres personnes que, pendant qu'elle travaillait en Chine du Sud, son mari avait eu une autre liaison avec une femme locale, avait emménagé avec elle et l'avait même mise enceinte. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Hong, qui divorça et commença à s'installer pleinement dans son village. En février 2003, la sœur de Hong est rentrée chez elle, a cherché Hong et s'est confessée à elle. C'est à ce moment-là qu'elle avoue un autre meurtre inconnu. Sa sœur était mariée à Yang Bingtao et lui a dit qu'elle voulait divorcer de Bingtao. Ils s'étaient récemment querellés pour une raison insignifiante et Bingtao avait envenimé la dispute en la frappant et en l'agressant alors qu'elle se précipitait chez Hong peu de temps après avoir été battue. Le lendemain matin, Bingtao a erré dans le village à sa recherche et s'est retrouvé chez Hong. Hong a forcé sa sœur à se cacher pendant qu'elle essayait de convaincre Bingtao de partir. Bingtao a menacé de faire du mal à ses enfants et aux enfants de sa femme si Hong ne la lui rendait pas. Le voyant à terre, Hong a décidé de débarrasser complètement le village de cet homme. Elle a donc pris une bouteille de bière et en a frappé Bingtao sur la tempe. Bingtao s'est mise à saigner abondamment, à se tortiller, à se débattre et à s'agiter sur le sol pendant 10 minutes avant de s'effondrer complètement immobile. Même si la plupart d'entre eux avaient exprimé leur sympathie à Bingtao, le fait de lui ôter la vie restait un événement choquant et stressant. Elle appela rapidement son père pour lui raconter ce qui s'était passé et il arriva bientôt. Son père ne blâma pas Hong et lui assura qu'il s'occuperait de tout le reste. Hong a regardé son père traîner le corps jusqu'à un tracteur proche et l'asperger d'essence. Il a ensuite recouvert le corps d'un tas d'herbe et y a mis le feu. Hong n'a pas vu ce qui s'est passé ensuite. Pour compléter le meurtre, Hong a utilisé le téléphone portable de Bingtao pour envoyer un SMS à sa famille, expliquant qu'il était parti travailler dans le sud et qu'il ne reviendrait pas tant qu'il n'aurait pas gagné suffisamment d'argent. Cela a tellement convaincu sa famille que même pendant les 7 années qui se sont écoulées entre le meurtre et les aveux de Hong, personne n'a signalé sa disparition. En novembre l'année 2005,
Shui-Ying revient au village après avoir travaillé à Ningbo, dans la province du Zhejiang. Les retrouvailles commencent mal. Shui-Ying commence par demander à Hong de lui emprunter 10 000 yuan et se met en colère lorsqu'elle refuse. Plus tard dans la journée, Hong a appris par sa mère que Shui-Ying avait une liaison qui salissait le nom de la famille. Cette tromperie a mis Hong particulièrement en colère. Elle a décidé de passer à l'acte dès que Shui-Ying s'est endormie chez elle. Hong a pris une corde de chanvre et a étranglé Shui-Ying, puis a jeté son corps dans la cave. Il a ensuite rédigé une fausse lettre et l'a introduite clandestinement dans la maison de Shui-Ying. La lettre disait qu'elle avait quitté le village pour travailler pour quelqu'un d'autre et non pour la chercher. Sa liaison était de notoriété publique et faisait l'objet de discussions dans le village, si bien que personne ne la soupçonnait ni même recherchait. Pour mieux cacher les corps et l'odeur, elle utilisait le sous-sol pour se débarrasser des ordures en les y jetant, puis en ratissant les matières fécales et en les jetant également dans le sous-sol. La mère de Hong est décédée en l'an 2006 et son père en l'an 2008, ce qui fait que l'on ignore à jamais où se trouve la dépouille de Bingtao. Hong n'aurait probablement jamais été arrêté si la disparition des frères Liu n'avait pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Lorsque l'affaire a été rendue publique et a fait l'objet de reportages dans toute la Chine, beaucoup ont éprouvé une grande sympathie pour Hong et ont espéré qu'elle serait condamnée à une peine plus clémente, voire à une peine tout court. Hong, en revanche, semblait vraiment souhaiter la peine de mort, déclarant aux médias qu'elle préférait mourir plutôt que d'être libérée et que tout le monde la regarde et se rende compte de ce qu'elle a fait. La seule chose qui l'intéressait était « Pourquoi les hommes me traitent-ils toujours comme ça ?» En janvier 2011, le procès de Hong commence et elle est rapidement déclarée coupable. Elle avoue ses crimes et s'efforce de ne pas exprimer de remords, demandant à la cour de la condamner à mort le plus rapidement possible. La seule préoccupation de Madame Hong était de savoir ce qu'il adviendrait de ses enfants par la suite. Le 10 février 2012, Su Hong est exécutée.